il est 8h35. Bonjour et bienvenue. Je suis Adina Revol et au nom du Cercle Europe, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Bertoncini, que vous connaissez sans doute. Il est consultant expert en affaires européennes. Il a dirigé l'Institut Jacques Delors, le Mouvement européen France, et vous l'avez certainement vu dans les médias. Il intervient régulièrement. Par exemple, hier soir, il était dans le 28 minutes d'Arte pour parler du Mercosur. Ce matin, pardon, j'ai le plaisir de l'accueillir pour nous parler de défis de la commission von der Leyen nouvelle mouture, donc deuxième mandat de la commission von der Leyen. Le monde est en ébullition. Il y a beaucoup de changements géopolitiques, beaucoup de nouveaux événements. On voit bien que le 9 juin, la date des élections européennes, nous semble déjà bien loin. Aujourd'hui, ce sera l'occasion de parler, de passer en revue les principaux défis de cette nouvelle commission dans un environnement géopolitique totalement instable, totalement nouveau, mais aussi avec des majorités politiques en Europe qui ont évolué, y compris au Parlement européen, qui se reflètent également dans la composition de la nouvelle commission, et également parler donc de ce nouveau cycle qui a des défis d'ordre industriel, des défis d'ordre pouvoir d'achat, de compétitivité et également de défis en termes géopolitiques. On voit dans une semaine, la Roumanie a été attaquée de façon hybride par la Russie, la Syrie est tombée. Quid de l'aide à l'Ukraine, du sort de l'Ukraine avec une présidence Trump. Donc tous ces nouveaux défis seront essentiels pour cette nouvelle commission von der Leyen qui doit répondre au nom de l'Union européenne à ces défis. Donc, sans plus attendre, merci beaucoup encore une fois, Yves Bertoncini, d'avoir accepté de nous apporter ton expertise sur ces sujets. Donc, en termes d'organisation, Yves Bertoncini donnera un propos général d'une vingtaine de minutes. Il va passer en revue les principaux défis de cette commission et ensuite on aura une bonne demi-heure pour vos nombreuses questions. Encore une fois, merci beaucoup Yves. Non, mais merci à toi, merci à vous de me permettre d'avoir cet échange matinal. Alors, le jour se lève, on va essayer de s'éclairer tous dans un monde, effectivement, que tu viens de décrire, Adina, qui est un monde adverse pour les Européens, un monde dont l'Europe n'est plus le centre, dans un monde dans lequel nous, membres de l'Union européenne, pesons environ 5,5% de la population mondiale. Alors, l'Europe est quand même une puissance économique, la troisième, derrière la Chine et les États-Unis, la première puissance commerciale, il faut le rappeler inlassablement. Mais bon, c'est une construction assez récente, l'Union européenne, avec des institutions, dont la Commission, qui joue un rôle absolument central. L'intérêt dans ce monde tel qu'il évolue et qui nous interpelle aujourd'hui de faire un point, c'est que nous sommes au début d'un nouveau cycle, justement. L'Union européenne, tous les 5 ans, renouvelle ses dirigeants. Ça a commencé par, effectivement, je suis d'accord, des élections européennes qui ont l'air bien lointaines, entre le 6 et le 9 juin. Et puis avec un processus normal, une commission qui vient de se mettre en place, donc un deuxième mandat pour Ursula von der Leyen, un collège qui a été mis en place et conforté par le Parlement européen avec une majorité assez courte, j'y reviendrai, et surtout un programme, c'est de ça qu'on va parler, des orientations politiques qui sont très différentes, je dirais, par rapport à celles qu'elle avait présentées, Ursula von der Leyen, il y a 5 ans, mais parce que justement le monde est bien différent. Alors, il y a un point commun, c'était le choc climatique, puisque le choc climatique était là il y a 5 ans. Elle avait dit, c'est ma première priorité, ce sera le pacte vert européen, parce qu'il faut lutter contre le changement climatique et puis la perte de biodiversité. Mais entre-temps, beaucoup d'autres chocs mondiaux sont survenus. Elle avait eu cette intuition, Madame van der Leyen, il y a 5 ans, de dire je voudrais présider une commission géopolitique. Voilà. Bon, ben, je veux dire, je ne sais pas si elle prévoyait toute la suite, mais elle a été servie puisque nous avons eu la pandémie, virus
c'est un choc externe, hein. Mais aussi au-delà de la pandémie qui maintenant a été vaincue, je crois, le raidissement politique chinois. Voilà, ça c'est une nouvelle nouveauté. Nous avons eu l'invasion russe de l'Ukraine. Nous, les Européens, on a dû affronter l'invasion injustifiée de l'Ukraine par la Russie, et ça continue. La guerre donc est revenue en Europe. Il y a eu aussi, de la part de nos alliés américains, un raidissement économique, hein, incarné par l'Inflation Reduction Act, notamment, de Joe Biden, mais nous avons maintenant en ligne de mire le retour de Donald Trump, l'instabilité au Proche-Orient, la guerre entre Israël et Gaza, puis le Sud-Liban, ce qui se passe en ce moment en Syrie. Voilà, en d'autres termes, la liste est longue, un agenda qui est beaucoup plus géopolitique pour la Commission que préside à nouveau Ursula von der Leyen. Et donc, oui, je ne peux pas en 20 minutes faire le tour de l'ensemble des éléments, mais je vais quand même essayer d'inventorier les principaux afin qu'on puisse échanger ensemble par la suite. Les Anglais ont cette ressource, hein, on va parler de défis géopolitiques, mais quand on parle de politique, c'est de distinguer politics, policies. Voilà, policies, c'est les politiques publiques. Donc, je vais citer quelques défis politiques en termes de voilà, policies, qu'elles soient externes ou internes. Mais il faut parler de la politique aussi, c'est-à-dire voilà, du système politique européen. Adina y a déjà fait allusion, les rapports de force entre États, entre partis, entre institutions peut-être aussi, parce que ça jouera aussi un rôle et ça fait partie des défis à relever tous ensemble au cours des 5 prochaines années. Alors je commence hein, par les défis géopolitiques externes. J'irai ensuite vers les défis politiques plus internes et puis je terminerai par les défis politiques au sens politics de nos amis anglo-saxons. Voilà, alors les premières séries de cet inventaire rapide, les défis géopolitiques. Bon, ça a été bien identifié par la présidente von der Leyen, avant elle par le Conseil européen, parce que le Conseil européen adopte un agenda stratégique pour les 5 ans. Ce qui vient en premier désormais, ce sont notamment les enjeux de sécurité et de défense. Hein, parce que la guerre est de retour, parce que euh, à la fois la Russie agresse l'Ukraine, la Russie de Vladimir Poutine envahit ses voisins ou essaye de les déstabiliser, puisque la guerre est hybride, elle n'est pas que militaire. Adina a rappelé ce qui s'était passé en Roumanie hein, tout récemment encore. Et donc là, il y a une nécessité pour les Européens d'être beaucoup plus assertifs y compris dans leur entourage proche. J'ai déjà cité ce qui se passe au Proche-Orient, j'aurais pu ajouter le Yémen, tout ça a des conséquences évidemment. Le Yémen, c'est les rebelles houthis, quand ils bombardent les tankers, ben ça force à contourner l'Afrique sans pouvoir emprunter le canal de Suez, donc ça a des conséquences très concrètes en termes de délai de livraison, d'inflation, de prix, voilà. Et donc les Européens doivent d'autant plus prendre leur destin en main en matière de sécurité et de défense que ben, le partenaire américain, l'allié américain, n'est peut-être plus si fiable. Et en tout cas, Donald Trump, même s'il n'a pas encore dit, et peut-être ne le dira-t-il pas hein, du reste, qu'il veut quitter l'OTAN, en tout cas, il est clair que les Américains, c'était déjà le cas sous Obama, ont pivoté vers l'Asie et qu'ils veulent de plus en plus que les Européens prennent leur destin en main en matière militaire. Donc il faut à tout le moins renforcer le pilier européen de l'OTAN, je dis bien à tout le moins. Il faut renforcer l'industrie de défense européenne. Il y a d'ailleurs un nouveau portefeuille de commissaire, hein, M. Kubilius, lituanien, qui est commissaire à la défense, c'est-à-dire essentiellement aux industries de défense. Il y aura d'ailleurs, ça fait partie des 3 priorités premières de la Commission von der Leyen, un livre blanc sur la défense qui va être publié dans les 100 premiers jours de son mandat. Donc voilà, je veux juste ajouter pour conclure sur ce premier aspect, sécurité-défense, que voilà, tout ne relève pas du militaire de l'OTAN, qu'il y a un spectre hein, en matière de sécurité et que, par exemple, quand on est sur la lutte antiterroriste, et la lutte antiterroriste reste encore une priorité, là, on est plus sur des enjeux d'échange de renseignements, de coopération policière et judiciaire, et donc là, on a moins besoin des États-Unis pour faire ça. Les Européens peuvent déjà se prendre en main. Il y a aussi tout ce qui relève de la cybersécurité, voilà. Donc, sur tout le spectre de la défense, le haut du spectre, ça c'est le nucléaire, le stratégique, jusqu'au bas du spectre, les Européens vont devoir en faire beaucoup, beaucoup plus. Le deuxième registre, toujours externe, c'est j'allais dire la compétitivité écologique.
Euh, Toujours le choc climatique, mais effectivement le choc de compétitivité. Mario Draghi a fait un rapport qui a été largement commenté, hein, pour dire, voilà, nous décrochons en matière d'innovation, de productivité par rapport aux Chinois et aux États-Unis. Donc, Madame von der Leyen a dit que c'était un des éléments de sa feuille de route. C'est vrai que le rapport Draghi est cité dans beaucoup de lettres de mission qui ont été envoyées au nouveau commissaire européen. Ce qui symbolise bien cet enjeu de compétitivité écologique, c'est l'une des priorités aussi affichées, hein, pareil, dans les 100 premiers jours. Deuxième priorité, c'est en mauvais français le Clean Industrial Deal, le pacte pour l'industrie verte, le Clean Industrial Deal. Bon, bah voilà, Clean Industrial Deal, c'est très symbolique. Clean Industrial, c'est-à-dire essayer de marier les enjeux de compétitivité et d'écologie. Alors que c'est vrai que le pacte vert européen, il y a 5 ans, qui a d'ailleurs donné lieu à beaucoup de réalisations, qui pourraient être questionnées, hein, il faudra surveiller ça, euh, ne comportait pas, il y a 5 ans, une dimension industrielle. Il y avait du normatif, il y avait un peu d'argent, un peu de fonds, un fonds de transition, voilà. Mais la dimension industrielle est apparue par la suite, justement parce qu'entre-temps, la compétition avec les États-Unis, la Chine et d'autres c'est largement intensifié. Alors sur ces enjeux de compétitivité écologique se greffent aussi des éléments de sécurité économique, hein. C'est le choc pandémique, l'invasion russe de l'Ukraine a aussi montré que les Européens étaient vulnérables, parfois trop dépendants. Alors en réalité, nous sommes interdépendants. Mais dans certains segments, sur certains produits, nous étions trop dépendants, par exemple typiquement de la Chine en matière de masques et de paracétamol. Donc tout ça, au-delà de la pandémie, au-delà de l'invasion russe de l'Ukraine, a aussi armé des réorientations, des réflexions sur la manière dont les Européens peuvent voilà, conforter, alors il y a beaucoup de mots utilisés, hein, leur résilience ou leur souveraineté industrielle, leur souveraineté énergétique. Voilà. En tout cas, tout ça fait partie de la deuxième série de défis que doit relever l'Union européenne. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut concevoir l'accord UE-Mercosur, hein. L'accord UE-Mercosur, bon, a des avantages et des inconvénients, comme tout accord commercial. Simplement, il a une justification qui est d'abord géopolitique, hein, dans un monde qui est de plus en plus adverse, parfois fermé. Où sont nos partenaires, où sont nos alliés? Et puis, il y a un besoin d'accéder à certaines matières premières critiques. Et il se trouve que le cobalt, le lithium, dont nous avons besoin pour la transition écologique, eh ben, il existe en quantité beaucoup plus importante en Amérique du Sud que chez nous. Voilà, donc deuxième série de défis à relever avec donc l'usage de la politique commerciale, la politique de concurrence, la politique agricole commune, parce qu'il y avait évidemment la question de la souveraineté ou en tout cas de l'industrie agroalimentaire en Europe, les initiatives industrielles, et puis pour finir quand même les enjeux normatifs parce que là aussi, hein, troisième priorité des 100 premiers jours, une loi omnibus qui aurait pour vocation de réduire un peu la charge normative et administrative des entreprises, des agriculteurs, des industries en Europe. Il va y avoir un énorme choc de simplification de la part de Donald Trump aux États-Unis. Je crois qu'il ne faut pas suivre aveuglément le modèle trumpien, hein, parce que ce n'est pas notre modèle, hein. Le côté drill, 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 voilà, on s'en fout de l'écologie. On baisse les impôts, on enlève toutes les normes. Non, ce n'est pas la vocation des Européens de faire ça. Et en même temps, il faut quand même tenir compte de cette compétition extrêmement vive qui va s'intensifier. Et donc, voilà, si on veut favoriser l'initiative, l'activité en Europe, peut-être faire un effort dans cette direction-ci. Et puis, pour terminer sur les aspects géopolitiques externes, dire un mot, je vais être bref, mais des défis migratoires. Parce que, bon, en étant bref, nous sommes 5,5% de la population mondiale, nous rétrécissons sans cesse, nous ne faisons pas assez d'enfants. Il y a des réflexions d'ailleurs à la Commission sur la démographie, mais franchement, je ne sais pas ce qu'on peut faire depuis le Berlaymont pour relancer la démographie européenne. Parce que nous ne faisons pas assez d'enfants, parce que nous avons des besoins économiques, des besoins de financement de nos modèles sociaux, l'immigration est tout à fait nécessaire. Et en même temps, elle suscite à la fois de l'anxiété culturelle et du racisme en Europe. Et donc, il faut trouver un équilibre, une façon de procéder
au niveau des États membres et entre eux. Il y a eu un pacte sur l'asile et l'immigration. Mais on voit bien comment, voilà, à chaque crise, et la crise syrienne, en tout cas la libération de la Syrie, hein, c'est quand même une bonne nouvelle, bah, ça peut tout de suite générer des anxiétés sur est-ce qu'il ne va pas y avoir à nouveau des migrants qui vont venir chez nous, comme ça d'ailleurs était le cas il y a 4 ou 5 ans. Ceux qui sont arrivés en Allemagne ont été accueillis, intégrés, il me semble, de manière plutôt satisfaisante, mais il est vrai qu'il y a eu à la fois des attentats terroristes, des viols aussi, des agressions sur les femmes. Donc voilà, ça va rester un défi pour les Européens compte tenu de notre situation démographique. Les défis géopolitiques, cursivement résumés. Les défis internes, je vais être plus rapide en termes de policies. Alors j'en citerai trois ou quatre. Là, le premier défi, c'est comment investir après le quoi qu'il en coûte. Puisque, voilà, face à la pandémie puis l'invasion russe de l'Ukraine, le quoi qu'il en coûte est advenu. Euh, les dettes publiques se sont creusées, et en particulier dans un pays comme la France, et on voit bien le problème que les Français ont à régler désormais en termes de dette publique, de déficit. Le bouclage du budget a fait chuter un gouvernement. Alors en Allemagne, ce qui a fait chuter une coalition, c'est le problème inverse. Il faudrait investir plus, mais il y a un frein constitutionnel, et donc le libéral Lindner ne voulait pas dépenser plus, investir plus. Bah voilà, ça a fracturé la coalition. Il y a de nouvelles élections le 23 février. C'est un défi pour les Européens. Et là encore, le rapport Draghi est assez clair, hein. Il faudrait investir beaucoup, beaucoup plus bah, pour relever les défis externes en particulier, hein. Investir plus dans la défense, hein, investir plus dans la compétitivité, investir plus dans la transition écologique. Mais où est l'argent? Où est l'argent? Alors là, après l'épisode inflationniste engendré par le quoi qu'il en coûte, il y a une bonne nouvelle, c'est que la Banque centrale européenne est en train de baisser ses taux. Donc ça, c'est plutôt favorable pour l'investissement. Mais qu'en est-il de l'investissement public? Qu'en est-il donc des budgets nationaux, des aides d'État? Qu'en est-il d'un éventuel emprunt commun? Puisque face à la pandémie, il y a eu un emprunt commun. Est-ce qu'il ne faudrait pas en faire un? Oui, il faut en faire un, certainement, peut-être deux. Mais enfin, on voit bien que politiquement, ce n'est pas si évident. Il y a aussi l'investissement privé, hein, dans le rapport Draghi, comme dans le rapport d'Enrico Letta, il y a l'idée de faire une grande union des marchés des capitaux en Europe pour que les capitaux puissent s'investir là. On a un très grand marché et ne pas partir chaque année aux États-Unis. Voilà, la question de l'investissement qui se posera, y compris quand on devra réviser le cadre financier pluriannuel, parce qu'il a été fixé pour 7 ans, mais il y a une clause de révision, donc les Européens vont devoir s'y pencher dès 2025. La question du marché unique, hein, le rapport d'Enrico Letta l'a bien dit, le marché unique, il a été conçu dès le traité de Rome, il a été en grande partie réalisé grâce à l'acte unique européen, donc promu par Jacques Delors à l'horizon 92. Mais ce que nous rappelle Enrico Letta, c'est que c'est à la fois notre grand atout, le marché unique, mais qu'il n'est pas complètement parachevé. Et qu'il y a beaucoup de secteurs où il n'y a pas de marché unique. Je cite l'énergie, les transports, les services financiers. Donc, est-ce que enfin nous tenons la promesse de Rome? Voilà, on l'a déjà en partie tenue. Voilà. Mais tout ce qui relève des quatre libertés de circulation, c'est le potentiel des Européens. Mais on sait bien hein, combien c'est difficile de réaliser tout ça. J'ai souvenir en France en 2005, euh, au moment du non au référendum, du poids qu'avaient eu les libéralisations des industries de réseau qui avaient eu lieu avant, notamment en matière énergétique, en matière ferroviaire. Bah, ça avait suscité des mécontentements. L'impact aussi de la directive service promue par le commissaire Fitch-Bolkestein qui voulait libéraliser le commerce des services, voilà, et ben, ça suscite des réticences et donc ça c'est un défi pour les Européens. Tirer tout le parti de notre potentiel, mais voilà, avec des réactions politiques qui ne manqueront pas de s'en suivre. Troisième défi interne, bah, notre cohésion territoriale et sociale. Parce que voilà, il y a eu une crise difficile pour beaucoup d'Européens, des enjeux de pouvoir d'achat aussi. Donc, que peut faire l'Union européenne, la Commission von der Leyen? Alors, j'ai vu qu'il y avait un nouveau commissaire aussi au logement. Voilà, c'est un signal dans cette direction, même si c'est pas évident hein, depuis Bruxelles peut-être d'agir sur les conditions de logement. Mais enfin, au moins, ça veut dire que l'Union européenne s'en préoccupe. Et puis, dernière chose, ce qui relève, alors c'est interne-externe.
des possibles adhésions qui sont désormais programmées parce que l'invasion russe de l'Ukraine a reposé la question d'une adhésion possible de l'Ukraine et donc de la Moldavie, de la Géorgie. Par ricochet, des 6 pays des Balkans occidentaux. Il y aura, je crois, là, bientôt en décembre un sommet avec les pays des Balkans occidentaux à Bruxelles. Ça fait quand même 9 pays. Alors, c'est pas certain que l'un des 9 puisse adhérer d'ici 5 ans, mais en tout cas, il faut préparer les Européens à cette perspective, préparer les politiques publiques, le budget, enfin, et les institutions aussi, la question des réformes institutionnelles. Et donc ça fait indubitablement partie des défis politiques internes à relever. Et puis, si vous le permettez, troisième et dernière série de remarques sur voilà, les défis politiques au sens politics, qu'il faut relever. Je dirais, ce sont des défis constants pour les Européens. Nous sommes unis dans la diversité, comme disent les traités. Mais je dirais que là, on est face à une situation qui est peut-être, je dirais, beaucoup plus ambivalente et adverse qu'elle ne l'a jamais été, parce que du point de vue géopolitique, l'évolution du monde peut nous pousser à l'unité. Voilà, l'unité. Dans la diversité, certes, mais il y a des facteurs qui devraient nous pousser, parce qu'on est plus fort ensemble, pour relever les défis internationaux. Et quand on regarde les choses de manière un peu plus froide, sur 4 dimensions complémentaires, voilà, la situation est plus, comme je l'ai dit, ambivalente. Alors, il y a d'abord la dimension constitutionnelle que je rappelle pour mémoire, Jacques Delors nous le disait, l'Union européenne est une fédération d'États-nations. Euh, ce n'est pas un pays fédéral, un État fédéral comme les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas un État unitaire comme la Chine, qui se trouve être en plus dictatorial. Donc, il y a un problème j'allais dire, d'unité de commandement. Ça peut être une force, hein. Il faut se parler, il faut se mettre d'accord. Ça prend du temps. Mais enfin, voilà, ça a des inconvénients aussi dans une compétition mondiale devenue de plus en plus agressive, à la fois du point de vue géopolitique et économique. Vous avez une deuxième dimension, c'est la dimension diplomatique. Euh, voilà, il y a à la fois une reconfiguration des rapports de force en Europe. Je crois que les pays du nord et de l'est de l'Europe ont plus d'influence que dans le passé. C'est assez impressionnant quand on regarde par exemple à la Commission les 3 commissaires issus des pays baltes, il y a quand même la haut représentante, Kaja Kallas, M. Kubilius, commissaire à la Défense, et Valdis Dombrovskis, qui est à l'économie. C'est quand même 3 portefeuilles assez importants. Euh, bon, quid du poids de la France, qui est très affaiblie en ce moment, de l'Allemagne aussi, bon, qui est temporairement affaiblie économiquement et même politiquement. Comment vont se reconfigurer ces rapports de force entre États membres et comment, et ça c'est un autre sujet, comment certains États membres vont pouvoir peut-être être sous l'influence de puissances externes, puisque ça c'est un défi en Europe. Quand même beaucoup de décisions qui se prennent à l'unanimité au Conseil. Il n'est peut-être, hélas, pas très difficile pour Vladimir Poutine, Xi Jinping ou Donald Trump de trouver un affidé ou un affilié au sein de l'Union européenne pour bloquer les décisions qui doivent être prises. Je pense que d'ailleurs Viktor Orban coche les 3 cases, hein. Il est copain avec Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump. Il voudra peut-être qu'ils choisissent à court terme parce que ça va pas être possible, je crois, de continuer à être ami avec les trois. Troisième élément, la dimension partisane. L'Union européenne, alors à la fois il y a un élément de simplification. Le PPE domine. Le PPE, le Parti populaire européen, domine plus que jamais. Madame von der Leyen en est issue. Il y a quasiment la moitié des membres de la Commission européenne qui sont PPE. Au Conseil européen, le PPE, pareil, il y a pratiquement la moitié des gouvernements. Au Parlement européen, il a 26% des sièges. Bon, le deuxième partenaire, c'est les sociodémocrates. Le troisième, maintenant, voilà, il y a un pluralisme, si on veut être positif, une fragmentation. Les libéraux ont reculé, les conservateurs et réformistes conduits par Giorgia Meloni ont progressé, l'extrême droite aussi a progressé. Donc voilà, la question qui va se poser à Madame von der Leyen, c'est où est sa majorité? Au Parlement européen, au Conseil, il y a des majorités à géométrie variable. La dimension partisane n'est pas toujours première. Au Conseil, c'est beaucoup la dimension nationale, diplomatique. Au Parlement européen, un peu plus.
Ce qui est quand même frappant là, en tout cas, c'est que au moment où elle a été élue, Madame von der Leyen, elle a eu voilà, un score bien meilleur que la dernière fois. La dernière fois, elle était passée à 9 voix près. Là, elle a eu plus de 60% des suffrages pour elle. En revanche, pour son équipe, on l'a vu, c'est redescendu à 54%. La première fois, elle avait pu bénéficier du soutien du PPE, du social-démocrate, des libéraux et même des Verts, pratiquement tous, pas tous, il y a toujours des défections, mais visiblement, il y a eu de la perte en ligne pour son collège. Et donc, quand on a un collège qui est soutenu que par 54% des députés européens, c'est lourd de défis pour la suite. Alors, on verra aussi dans quel sens les majorités penchent, notamment au Parlement européen. Voilà, il peut y avoir une grande coalition. Il peut aussi y avoir une sorte de convergence des conservateurs sur certains sujets avec l'appui de l'extrême droite. On pourra y revenir si vous le souhaitez, mais ça fait partie des défis politiques inédits hein, à relever par la Commission européenne et l'Union européenne. Et je termine juste pour dire qu'il y a aussi, enfin, une dimension institutionnelle qu'il va falloir surveiller. Parce que j'aurai le plaisir de citer une dernière fois Jacques Delors, mais comme il a présidé la Commission européenne avec un certain succès, dans un contexte tout à fait différent et plus facile, hein, contexte géopolitique et politique plus facile, quand même, ce qu'il nous a laissé, c'est qu'il faut, voilà, il faut considérer la Commission européenne comme un lieu qui promeut l'intérêt général, mais donc pour faire cela aussi un lieu d'intelligence collective. Euh, Ça ne peut pas être trop présidentiel, une commission européenne. Et pour que ça soit un lieu d'intelligence collective, il faut à la fois qu'il y ait de l'intelligence et qu'on joue collectif. Voilà, j'ai un petit doute sur un sujet comme ça, parce que, moi je le dis très tranquillement, euh, il n'est pas certain que Ursula von der Leyen puisse dominer sa victoire éclatante, hein, sa reconduction, et qu'elle sache faire preuve d'une telle intelligence collective. En tout cas, je vais tourner ça plus positivement. J'espère qu'elle le pourra. Parce que c'est vraiment le rôle de la Commission européenne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 27 commissaires qui ne représentent pas leur pays, hein, mais qui viennent chacun d'un pays différent, qui parlent des langues différentes, qui ont des sensibilités personnelles, partisanes différentes, qu'il faut les écouter pour ensuite faire des propositions qui, au Conseil, au Parlement et au-delà, hein, dans les sociétés européennes, peuvent être mieux accueillies et ensuite mieux mises en œuvre. Voilà, j'en termine sur ce point-là de l'inventaire cursif, hein, j'ai bien conscience que cet inventaire est cursif, des défis géopolitiques et politiques que doivent relever les membres de la commission d'Ursula von der Leyen et tous les Européens au cours des 5 prochaines années. Merci beaucoup, cher Yves. Je crois que tu as déjà bien balayé tous les défis de politique et de politique publique que se pose à cette nouvelle commission von der Leyen. Donc, nous avons une bonne demi-heure, comme annoncé au début, pour les questions et les interactions. Je vous demande de vous présenter, de mettre votre caméra quand vous posez votre question, s'il vous plaît. Et donc, sans plus attendre, je lance la session de questions et réponses. N'hésitez pas. Aucune question? Lancez-vous, j'ai plein de questions pour Yves sinon. Aucune question pour le moment. Bon, à toi, alors à ton tour. Alors, à moi. Tu as mentionné l'accord avec le Mercosur et l'affaiblissement de la France. Et, voilà, j'aimerais avoir ton analyse par rapport à ça parce on a beaucoup de commentaires dans la presse sous le prisme franco-français. Donc, si tu peux nous donner ton point de vue par rapport à ce, à cette situation. Également peut-être ton analyse de l'opposition de la quasi-unanimité de la classe publique et politique française. Pourquoi, selon toi, la classe politique française s'oppose tellement à ce traité qui est bénéfique dans l'ensemble pour la France? Bah alors, comme je l'ai dit, tout traité, tout accord commercial a des avantages, des inconvénients, crée des opportunités, et génère des risques. Et pour être très concret, il y aura des gagnants et des perdants. Donc, que les perdants, certaines filières agricoles,
se fasse entendre et soit opposée à cet accord, je le comprends absolument. Certaines filières agricoles, hein, pas toutes, mais enfin, ce qu'on entend, c'est les perdants potentiels, hein, je pense ceux qui produisent de l'aloyau, du bœuf, de l'aloyau, des poulets, etc. Même s'il y a plein de clauses de sauvegarde, même si c'est pas l'invasion qu'on nous prétend, euh, même si, voilà, il y a plein de même si, mais en tout cas, ils y perdraient, donc ils sont contre. La question et le mystère, c'est pourquoi, sur cette base, on n'entend pas les gagnants potentiels? Alors, c'est classique. Les perdants sont sûrs de perdre. Les gagnants sont des gagnants potentiels. Donc, traditionnellement, vous voyez, c'est asymétrique même politiquement. Mais l'autre question, c'est pourquoi, effectivement, il y a une telle unanimité de la classe politique française. Et je le dis pour les jeunes étudiants qui nous écoutent, ce n'est pas bon signe en démocratie quand il y a une telle unanimité. En fait, ça, c'est les dictatures, hein, l'unanimité. La démocratie, normalement, c'est le pluralisme des intérêts, des valeurs, des opinions. Et normalement, on devrait quand même entendre, y compris dans ceux qui nous représentent, des voix un tout petit peu plus nuancées et même favorables. Puisque s'il y en a dans la plupart des autres pays de l'Union européenne, à moins de considérer qu'il n'y a qu'en France qu'on se soucie des intérêts des agriculteurs, aussi des considérations écologiques, parce que ça, c'est un des enjeux de ces accords, à moins de considérer que la France a le monopole voilà, de l'écologie ou de l'agriculture ou de l'intérêt de l'Europe, bah, on devrait quand même être ouvert à des voies un peu plus favorables à cet accord. Alors pourquoi? Bah, écoute, pourquoi? Parce que d'abord, il y a quand même un grand affaiblissement des acteurs politiques français. Je pense qu'au fond, même le président de la République ou Michel Barnier, le Premier ministre, quand ils disent on n'est pas favorable à l'accord UE-Mercosur à ce stade, se réservent une petite possibilité de dire oui à un moment donné. Mais enfin, les agriculteurs qui sont contre, ils seront contre à n'importe quel stade, hein. Donc, qui aujourd'hui peut s'opposer à la FNSEA, qui en plus a des élections en janvier, donc ça la rend d'autant plus nerveuse? Bah, personne. Personne. Il y a un affaiblissement lié à la dissolution, aux fins de cycle présidentielle, voilà, gouvernement sans majorité, voilà. Mais ça va plus loin. En France, il y a, alors je vais être très factuel, déficit commercial très très important dans une Europe qui, elle, est excédentaire, hein. Donc voilà, il y a un décalage français concrètement entre des résultats qui ne sont pas bons, hein, le déficit commercial français. La France, c'est aussi un déficit budgétaire dont on parle plus souvent, déficit d'industrialisation aussi, mais elle est en décalage avec beaucoup d'autres pays qui ont des excédents commerciaux. L'Union européenne est excédentaire, il faut toujours le redire en France, hein. L'Union européenne est la plus grande puissance commerciale du monde, devant la Chine et les États-Unis. Pas la plus grande puissance économique hein, en termes de PIB, mais la plus grande puissance commerciale en termes d'import-export, et elle est excédentaire. C'est d'ailleurs ce qui fait enrager Donald Trump, hein. Nous sommes excédentaires par rapport aux États-Unis d'Amérique et d'autres pays. Et donc, on aurait à gagner au Mercosur. Mais la France est déficitaire. Voilà. Et puis, je crois que même au-delà de ces éléments très factuels, parce que tu vois, ça nécessiterait de regarder filière par filière, hein. Il y a des filières agricoles, le fromage, le lait, le vin, les spiritueux, qui y gagneraient, hein. Ils sont d'ailleurs plutôt excédentaires, hein. Les fromages français sont quand même les meilleurs du monde, c'est bien connu. Donc, on exporte beaucoup. Bon. Mais il y a une espèce de réticence culturelle. Et même dans le projet européen, les Français ont fait l'Europe pour construire une Europe puissance. Voilà. Le traité de Rome, voilà, les quatre libertés de circulation, l'ouverture commerciale. Culturellement, c'est beaucoup moins soutenu, y compris dans la population, que dans des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, par exemple. Et donc, voilà, tout ça surgit à nouveau. Ça me fait un tout petit peu penser à l'emballement de 2005, mais en 2005, autour de la Constitution, c'était beaucoup plus pluraliste. Et à la fin, c'était 54-46. Voilà, les Français ont voté non en majorité. Mais on voyait déjà que voilà, sur le plombier polonais, il y avait une crispation. Voilà, ben là, on va passer du plombier polonais au fermier brésilien. Et donc, voilà, malheureusement, dans une Europe où les équilibres sont plutôt favorables, et donc une possibilité même que cet accord, qui n'est pas encore signé, hein, soit dans quelques mois signé, malgré l'opposition de la France. Et ça sera fâcheux parce que ça va nourrir d'abord des frustrations, de la révolte même, et puis de l'euroscepticisme, pour ne pas dire plus, en France, bah, sauf à ce que des concessions supplémentaires puissent être obtenues en matière écologique, agricole, en connexion avec nos partenaires du Mercosur.
Et puis, sauf à ce qu'il y ait en France des autorités politiques un tout petit peu plus assises d'un point de vue de leur légitimité et qui quand même fassent un peu plus de pédagogique plutôt que de s'engager dans une croisade qui, du coup, à Bruxelles, ne peut pas être entendue. La France, et là, c'est considéré comme une cause perdue hein, en ce moment sur les sujets commerciaux et pour ne pas dire budgétaires, euh, vu de Bruxelles ou vu de Berlin et d'ailleurs. Merci, merci beaucoup, Yves. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? N'hésitez pas. Ah voilà, je vois une caméra s'allumer. Véronica, Bonjour merci. Yves. Bonjour. Bonjour, ça me fait très plaisir d'abord de te revoir dans ce contexte. Je suis Véronica Arsenio, je vous rejoins du Portugal. J'avais une question par rapport à la guerre en Ukraine, en fait. Parce que finalement, l'Union européenne, c'est à l'origine un projet de paix. En 2012, le prix Nobel de la paix a été décerné à l'Union européenne. Et pourtant, voilà nos institutions qui s'embarquent quand même dans une guerre, parce que même si les raisons sont peut-être bonnes et si il y avait quand même un projet défensif à l'origine, il y a quand même maintenant des offensives ukrainiennes contre la Russie, donc et un financement massif d'armes, d'armement. Donc ma question, c'est plutôt, est-ce qu'il y a vraiment une unanimité derrière cette entreprise de guerre ou est-ce qu'il y a des dissonances et est-ce qu'il y a des personnes qui, comme moi, ont quand même une sorte de malaise par rapport à, à faire partie d'une entreprise belliqueuse, en fait. Voilà. Oui, merci beaucoup Véronica. Je reconnais bien ton ancrage autrichien derrière cette question. Et en effet, La heureux, neutralité autrichienne transparaît. oui, oui, la neutralité, ça se respecte, effectivement. Non, mais et heureux de te revoir en ligne ainsi, effectivement. Non, il y a eu, alors, je vais être factuel pour essayer de répondre à ta question. Au moment de l'invasion russe de l'Ukraine et au moment où, voilà, il y a eu une réaction quand même assez rapide des Européens et l'usage donc de la facilité européenne pour la paix. Vous voyez, d'ailleurs, le nom est symbolique. Il y avait de l'argent, 5 milliards d'euros facilité européenne pour la paix. Et cette facilité, il a été question de la mobiliser pour financer la livraison d'armes à l'Ukraine. Et à ce moment-là, bah, les autorités autrichiennes, irlandaises aussi, qui sont neutres hein, quand même, ce sont des pays neutres, ont dit ouais, bah, c'est pas évident pour nous quand même d'utiliser de l'argent de l'Union européenne. Mais elles ont accepté. Elles ont accepté. Moi, je me souviens en avoir parlé quelques temps après avec le ministre irlandais des Affaires européennes qui disait, bon, de toute façon, dans l'émotion, on a pu faire passer ça, mais sur le moyen terme, ça va pas être si évident, parce que nous sommes un pays neutre, l'Irlande, et bien sûr, si dans un cadre je dirais, bilatérale, multilatérale, les Français qui traditionnellement sont beaucoup plus entreprenants hein, sur les sujets défense, intervention militaire extérieure veulent faire, ben, qu'ils fassent, ça c'est leur liberté. Mais en tant qu'Union européenne, ce n'est pas si évident. Alors, à mon avis, où on en est aujourd'hui avec la résistance très courageuse des Ukrainiens, le désengagement programmé des États-Unis, on va voir dans quelle mesure. Je fais quand même une incise hein, là-dessus. Les États-Unis de Trump ont une obsession qui est la Chine. Donc, bien sûr, ils vont peut-être se désengager de l'Ukraine. Bon. Mais ceci dit, s'ils s'en désengageaient de manière trop brutale en laissant tomber l'Ukraine, les Chinois regardent hein, tout ça. Et je ne suis pas sûr que du coup, l'accord, l'entente entre Trump et Poutine euh, adviennent si facilement. Non pas parce que voilà, faire ça sur le dos des Européens ne plairait pas à Trump, mais parce que Trump est aussi conscient que les Chinois le regardent, quoi. Et que s'il se met à abandonner l'Ukraine comme les Américains ont abandonné l'Afghanistan il y a quelques années, ça donne quand même l'impression que les Américains voilà, se débinent, s'en vont. Bon, voilà. Mais ayant dit ça, dans tous les cas, il y aura un désengagement américain, donc les Européens doivent faire plus. Faire plus, je crois qu'il y a des Européens, des pays européens qui continueront à être à l'aise avec des sanctions contre la Russie, des sanctions commerciales et autres.
Il y en a quand même eu jusqu'à 14, je crois, 14 Oui, séries. 14. Le soutien à l'Ukraine de manière voilà, économique, humanitaire, même si économique, ça voilà, fait rentrer produit agricole ukrainien, on voit bien ce que ça suscite comme réticence en Roumanie, en Pologne et autres, hein. Bon. Quand on en viendra aux aspects défense, je pense que ce qui va s'ouvrir, et d'ailleurs Donald Tusk en Pologne a déjà commencé à lancer des initiatives, c'est peut-être davantage des coopérations à géométrie variable. Donald Tusk a essayé de mobiliser depuis la Pologne les pays baltes, les pays nordiques. Certainement que la France aura un rôle à jouer. L'Allemagne, on le verra, surtout s'il y a une alternance CDU-CSU. Probablement le Royaume-Uni aussi. Mais voilà, pour te répondre, Véronica, quelque chose qui, en matière de défense, tiendra peut-être plus d'initiatives à géométrie variable que voilà, d'un accord unanime des 27 pays de l'Union européenne. Et ça sera d'ailleurs la même chose en matière d'industrie de défense. Tous les pays de l'Union européenne n'ont pas d'industrie de défense et donc ça ne va pas forcément être des initiatives à 27. Et puis après, en terminant, sur ta remarque, ta question, non, je pense qu'il faut quand même, au-delà du cas ukrainien, et ça ne va pas être si facile, je crois que les Français doivent essayer de s'en aviser. Euh, il y a une forme de révolution copernicienne à essayer d'engager, mais que les 27 pays de l'Union européenne ne s'étaient pas tous engagés pour ça. Voilà. C'est naturel pour les Français, l'Europe puissance. D'ailleurs, regardez, le projet français pour l'Europe, c'était d'abord la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui consistait à mettre avec euh, Jean Monnet, la déclaration Schuman, à mettre en commun les éléments de l'effort de guerre, charbon, l'acier. Mais ça, c'était pour éviter qu'on se fasse la guerre entre nous. Mais le projet français suivant, c'était la communauté européenne de défense. En d'autres termes, on fait l'Europe pour construire une Europe puissance. Bon, avec déjà à l'époque d'ailleurs une contradiction française, puisque c'est le Parlement français qui a rejeté ce projet porté par les autorités françaises. Voilà, les Français pensent que voilà, faire l'Europe puissance, la diplomatie, la défense européenne, c'est naturel. Ça ne l'est pas, à la fois parce que certains États sont neutres et d'autres sont atlantistes. Et donc, il va certainement, pour cette raison, falloir trouver des coopérations à géométrie variable qui pourront mettre à l'aise un peu tout le monde et laisser passer ceux qui veulent aller de l'avant, parce que quand même, je termine en disant, ça va être nécessaire. Il faut que les Européens prennent davantage leur destin en main euh, pour ne pas dépendre toujours des électeurs américains, des midterms, mais voilà, des électeurs du Wisconsin ou de Pennsylvanie. Le monde devient dangereux et il faut qu'on se défende, y compris si nos alliés américains ne sont plus fiables ou pire encore, deviennent voilà, agressifs. Merci Yves. Est-ce qu'il y a d'autres questions hein, dans l'audience? Peut-être une petite question, Franck Guéry de la Commission européenne, Parfait. et qui s'occupe aussi du Cercle Europe avec Adina. Yves, je voulais te demander si tu étais euh, positif ou confiant sur la possibilité d'avancer sur la question de nouvelles ressources budgétaires pour financer des nouveaux enjeux. Et puis, 20 ans bientôt après le défunt projet de traité constitutionnel, est-ce que tu vois un besoin et une possibilité de nouveaux traités avec tout ce qui se passe, Trump, etc. Donc, je voulais avoir Mhm. ton sentiment là-dessus. Ça nous amène à la septième priorité d'Ursula von der Leyen, puisqu'elle en avait cité sept, mais la septième, c'est plus la question des moyens pour mettre en œuvre les six premières. Et donc, dans la septième, il y avait à la fois les moyens financiers et les moyens institutionnels, d'une certaine manière. Alors, si je commence à l'envers, sur la réforme institutionnelle, alors moi j'ai beaucoup écrit hein, sur des sujets comme ça. J'ai même participé à la convention sur euh, L'avenir. Non, c'était l'avenir. l'avenir voilà, de l'Europe en tant que vice-président du mouvement européen international. Donc il y a eu des propositions. Bon, je reviens à la question de Véronica précédente. Ce qu'a quand même montré l'invasion russe de l'Ukraine, comme avant la pandémie, c'est qu'on pouvait faire plein de choses assez rapides assez efficace dans le cadre des institutions et des traités actuels. Donc juste ça, il faut bien le considérer. Ça prouve quand même que quand il y a une nécessité politique ou géopolitique, en dépit du fait que nos modes de décision et de fonctionnement sont loin d'être idéaux et optimaux, on y arrive. Voilà. Et donc ça fait baisser, je dirais, la pression sur la réforme institutionnelle, le changement des traités.
même si ce qui va pouvoir sans doute la réactiver, c'est la potentielle adhésion de 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 9 États membres. Mais je dirais, enfin, pour ma part, s'il fallait faire des réformes institutionnelles sans changement de traité, ça serait par exemple pour aller en direction de beaucoup plus de transparence dans les décisions du Conseil, les décisions des comités, hein, la comitologie. Ça, c'est pas transparent, il faudrait que ça soit davantage. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire à traité constant. Vous voyez, par exemple, quand Madame van der Leyen a été élue présidente de la Commission, c'était à vote secret. Je ne crois pas que ça soit écrit dans les traités, ça. En revanche, c'est écrit dans le règlement intérieur du Parlement européen. Bah, changeons ça. C'est pas bien d'être élu quand on est présidente de la Commission à vote secret. Alors que le collège, lui, c'était à vote transparent. On a vu qui votait quoi. Voilà. Alors pour revenir à ta première question, Franck, qui est à mon avis plus stratégique, c'est ouais, les ressources propres. Comment dépenser après le quoi qu'il en coûte, comment investir en commun. Ça, c'est très très sérieux comme sujet parce que ce qui a été fait, alors pour le coup, au moment de l'invasion russe de l'Ukraine, mais déjà avant, au moment de la pandémie, c'est qu'on a relâché les disciplines non pas seulement sur les déficits, mais sur les aides d'État. Et si jamais on laisse chaque État faire, eh ben, il y a des États qui font beaucoup mieux que les autres et beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'est tout à leur mérite, hein, je pense à nos amis allemands. Bah, les Allemands tiennent leur compte, ils ont les poches pleines, et quand il faut subventionner leurs industries, eh ben, ils peuvent très très largement. C'était d'ailleurs pour ça qu'au bout de quelques mois après la pandémie, la Commission européenne, parce que les aides d'État sont flexibilisées, autorisées, mais il faut quand même les notifier, la Commission européenne a vu que l'Allemagne à elle toute seule avait prévu d'accorder plus d'aide que tous les 26 pays réunis, les autres. Voilà. Et donc c'est là que la question s'est posée, est-ce qu'on ne pourrait pas investir ensemble pour faire face à la pandémie? Et c'est ça qui a donné lieu, avec l'initiative du président Emmanuel Macron, l'accord de la chancelière allemande Angela Merkel, à ce fameux emprunt commun et voilà, à ce plan Next Generation EU. Investir ensemble, emprunter ensemble, investir en européen. C'est ce qu'il faudrait refaire. Tu parles du budget européen, les nouvelles ressources propres. Bah, ça, c'est un vieux débat. Moi, c'est pareil, j'ai eu la chance d'y participer, de publier sur ces sujets. On connaît les candidates, hein, les nouvelles ressources, mais c'est difficile justement de passer à l'acte dans une Europe où les États membres bah, ont connu des déficits, cherchent la ressource, veulent la garder pour eux. Et puis, bah, dans une Europe où il y a désormais pas mal de forces nationalistes hein, qui sont au pouvoir. Alors, si on demande à Giorgia Meloni, je pense qu'elle, là, c'est les clivages diplomatiques, je dirais, qui dominent par rapport aux clivages partisans. Je serais plutôt pour, peut-être, même si l'Italie est une contributrice nette au budget européen. Est-ce que Viktor Orban serait favorable à ça? Est-ce que les Néerlandais, vous voyez, qui ont quand même l'extrême droite dans leur coalition et seront favorables à ça? Les Autrichiens, enfin voilà, Alors, si je veux être positif, parce que c'est vrai que j'ai tendance à essayer de l'être, et puis on est le matin, en plus, le jour se lève, je dirais qu'il y a peut-être une ou deux bonnes nouvelles. Alors d'abord, on a déjà des ressources propres nouvelles qui sont ce fameux plan de relance. C'était 300, voilà, 750 milliards environ d'emprunts. Et ce que Mario Draghi a rappelé plein de fois, c'est une mauvaise nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas été du tout tous dépensés à l'heure où on se parle. Mais donc soyons positifs. La bonne nouvelle, c'est que s'il en reste de l'argent, sans faire un emprunt nouveau, on pourrait réaffecter ça à d'autres directions. La pandémie, ça y est, c'est fini. Quand on fait un plan de relance, c'est quand même conjoncturel, donc quelques années. Bon, ben arrêtons ça en 2025. Et puis l'argent qui est là, dirigeons-le vers des investissements communs en matière de transition écologique. Voilà, peut-être plus difficile en matière de défense compte tenu de l'hétérogénéité qu'a rappelé la question de Véronica. Mais en tout cas, prenons cet argent. Et puis, autre sujet, il va falloir commencer à rembourser ce plan de relance à partir de 2028, je crois. C'est quand même 13 milliards d'euros par an, je crois, puisque c'est 390 milliards d'euros sur une trentaine d'années. 13 plus les intérêts, ça doit être 15 milliards. Bon, franchement, est-ce qu'on est sûr qu'on va devoir faire ça? C'est-à-dire il faut trouver de nouvelles ressources, mais on va s'amputer de 15 milliards par an. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'on décale un tout petit peu? Parce que
Là, je sais bien qu'en disant ça, je suis beaucoup trop français, parce qu'emprunter pour rembourser les intérêts de sa dette, c'est ce que la France a trop fait, et maintenant elle en paye les conséquences. Mais l'Union européenne n'est pas si endettée. Donc voilà, est-ce qu'on ne peut pas aller chercher des marges comme ça pour essayer d'investir ensemble, en plus de ce que chaque État pourra faire dans son coin, mais je dirais attention à cette dimension-là, parce que si vraiment on laisse chaque État la bride sur le cou, il y a trop d'hétérogénéité. Alors en bruxellois, on va dire que ça va fragmenter le marché intérieur, mais je pense qu'il faudrait dire ça autrement, hein, de manière plus brutale. Ça sera de la concurrence déloyale. Et si c'est de la concurrence déloyale, si on se met à faire la guerre des aides d'État en Europe, en fait, les règles de concurrence sur les aides d'État nous protègent. La concurrence, les règles de concurrence, elles ont souvent une connotation péjorative dans un pays comme la France. En réalité, elles nous protègent. Elles nous protègent de la concurrence de pays qui, par exemple, comme l'Allemagne, pourraient nous écrabouiller avec leurs aides d'État si tout ça n'était pas régulé au niveau européen. Donc je crois que cette pression-là, peut-être, permettra d'accoucher voilà, de nouvelles ressources, mais qu'il faudrait déjà mieux utiliser les nouvelles ressources, j'allais dire, qu'on a levées récemment et qu'on n'a pas fini de mobiliser. Merci beaucoup, Yves. Je vois qu'il y a une question de Gaël Kennec. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Bonjour, merci beaucoup pour ces exposés très clairs. C'est une question et un peu un témoignage, mais pour avoir votre réaction. Je suis un prospectiviste ou futuriste, comme on dit, et j'anime un cercle de responsables stratégie de grandes entreprises françaises, je précise. Et c'était justement avant-hier, on avait une discussion sur le futur de l'Europe, etc. Et il y avait, on va dire, une douzaine d'entreprises du CAC 40, je ne vais pas les citer, représentées. Et j'ai été frappé par l'unanimité plutôt négative quand même de leur point de vue sur le fonctionnement de la communauté européenne. Il y a eu un moment où j'étais presque un peu seul contre tous. Moi, je suis un fervent européen, mais eux sans doute aussi, mais extrêmement critique sur le fait qu'on est en train de perdre toutes les batailles, qu'on va se faire massacrer sur l'intelligence artificielle, sur le fait qu'on vient de perdre 6 mois pour avoir un gouvernement après les élections, etc. Et donc vraiment un grand défaitisme et un grand pessimisme de quand même des représentants des ténors de l'économie française par rapport au fonctionnement de l'Europe et toujours cette fascination qui m'interroge toujours beaucoup des milieux d'affaires pour les modèles plus autoritaires de type Chine ou Trump. Et alors que j'ai beaucoup apprécié quand vous avez dit que ça peut être une force justement d'avoir du débat et de l'intelligence collective. Voilà, je voulais avoir votre réaction par rapport à Mhm. ça. Est-ce que ce sont Ouais. des mouvements d'humeur dans un contexte morose ou des objections plus profondes? Non, mais je comprends qu'on puisse être morose quand on est chef d'entreprise français, notamment, européen, à un degré moindre. Il m'arrive beaucoup d'en rencontrer aussi. Et je comprends aussi même qu'on puisse rêver du modèle américain. Alors, chinois, c'est quand même voilà, assez étonnant, mais bon, américain, voilà. Mais je redis. Ce n'est pas notre modèle. Voilà. Et donc, malheureusement d'ailleurs, ça arrive. Mais je veux dire, des chefs d'entreprise qui veulent développer le business avec peu de contraintes administratives, une fiscalité basse, des capitaux abondants, bon, bah, ils partent aux États-Unis. Et puis aux États-Unis, voilà, bah, c'est autre chose. Ils enverront leurs enfants dans des écoles où ils paieront très très cher. Leur couverture maladie, ils se la payeront super cher. Il y a 1 million de prisonniers aux États-Unis, ils vivront dans des villes où l'insécurité est à un niveau maximal. Enfin, aux États-Unis, il y a eu plus d'1 million de morts au moment de la pandémie. 1 million de morts. Je vous dis ça, moi j'avais 20 ans à Berkeley, en Californie. Donc quand j'étais là-bas, je me suis dit, bah voilà, c'est génial. C'est The Bay Area, c'est vraiment l'endroit, the best place on earth Mhm. to live there. Mais je me suis dit, à condition d'être blanc, riche, en bonne santé, voilà. C'est un autre modèle. Et Trump, j'allais dire, va pousser tout ça vers son extrême, voilà. Donc, et ça, c'est ma petite nuance sur le rapport Draghi. Essayons de mettre en œuvre le rapport Draghi, mais ne pensons pas qu'un jour nous allons être aussi compétitifs et productifs que les États-Unis d'Amérique. C'est un autre modèle, voilà, c'est un autre modèle. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on s'améliore très puissamment.
Euh, y compris, oui, en prenant le temps, parce que franchement, il n'y a pas eu de vacances du pouvoir au niveau européen. Madame von der Leyen est restée là, l'équipe repart. Oui, on a pris quelques mois, mais regardez, aux États-Unis, ils prennent bien du temps aussi pour que Trump arrive. Quelques mois aussi, bon, c'est pas le sujet principal. En revanche, la comparaison avec la Chine est hardie. Bon, pareil, hein, si moi j'aime bien la Chine, il m'arrive d'y aller souvent, mais je n'y vivrai pas, hein. Et faire du business en Chine, bon courage à eux, hein, aussi, hein. Bon. Donc oui, les Européens, on a cette forme d'unité dans la diversité, de partage du pouvoir entre États membres, entre partis, entre institutions. L'Union européenne, d'ailleurs, a été construite pour éviter la domination d'une seule nation, d'une seule institution, d'un seul parti et même d'une seule personne. Donc je vois bien aussi le décalage avec le modèle français, où un président monarque fait tout seul. On voit d'ailleurs le résultat aujourd'hui. Et donc, je comprends leur anxiété, je comprends leur inquiétude. J'espère que les Européens vont pouvoir se mobiliser de manière plus énergique et plus assertive compte tenu de l'acuité des défis géopolitiques et économiques à relever, mais voilà, avec un résultat qui sera sans doute satisfaisant, mais pas aussi spectaculaire que ceux qu'on peut enregistrer hein, sur le strict registre économique, que ce soit aux États-Unis d'Amérique d'un côté ou en Chine de l'autre. Voilà, nous n'avons pas le même modèle. Nous essayons de concilier la performance économique, la cohésion sociale, la protection écologique dans un cadre pluraliste, démocratique. Bah, écoutez, regardez la Chine de Xi Jinping d'un côté, l'Amérique de Donald Trump de l'autre. Ce ne sont pas les mêmes équilibres. Et si vous me permettez de finir là-dessus, d'ailleurs, sur une note positive, regardez ce que les Européens ont fait face à la pandémie, y compris avec un début extrêmement poussif, avec des rivalités, on rétablit le contrôle aux frontières, enfin des réflexes instinctifs reptiliens, voilà. Bon. Sauf que, bah, à la fin des fins, et ça Thierry Breton l'a à la fois incarné et exprimé, quel est le continent qui a le plus produit de vaccins, inoculé de vaccins et exporté de vaccins? C'est l'Europe. Voilà, c'est nous. Ce n'est pas le vaccin chinois ou russe ou je sais pas quoi, Sputnik, là. Et c'est pas non plus les États-Unis, je rappelle, hein, plus d'1 million de morts aux États-Unis, hein. 1 million de morts. Vous voyez, à l'échelle européenne, ce que ça aurait donné. Voilà. Regardez l'invasion russe de l'Ukraine. Voilà, soi-disant, Poutine avait tout plié en 3 semaines, etc. Ça aussi, c'est un problème d'intelligence collective, vous voyez. La façon dont la Chine a mal géré son virus, c'est un déficit d'intelligence collective. La façon dont Poutine a cru il allait annexer l'Ukraine comme des cousins qui se laisseraient faire, c'est un problème d'intelligence collective. Donc les Européens, bien sûr, ont ce système voilà, fragmenté, parcellaire, interactif, qui présente de sérieux inconvénients. Mais essayons quand même d'en mesurer les avantages de temps en temps par rapport à la Russie, à la Chine. Et puis écoutez, on verra pour les États-Unis, on verra. On verra ce qu'il en est, parce que là, on va avoir une expérience chimiquement pure. Je crois que Trump est bien plus préparé qu'il y a 5 ans, qui va arriver, qui va essayer de délivrer. On le verra à l'œuvre hein, sur bah, l'immigration, par exemple, sur l'économie, voilà, l'écologie, on verra. Écoutez, on se donne rendez-vous dans 1 an, on fera le bilan. Nul doute que certains investisseurs auront fui aux États-Unis, oui, ça c'est clair. Et malheureusement, ça va être très dur de les retenir. Mais on verra où en sera l'inflation aux États-Unis, on verra. Voilà. On se donne rendez-vous même dans 2 ans, au moment des midterms. Les midterms. Il nous aura fait la guerre commerciale, mais là, on va lui répondre. On va lui répondre, on sait, les Européens savent. Autant en matière de sécurité et de défense, beaucoup est à construire, autant en termes voilà, de politique commerciale, de concurrence, régulation du digital, les Européens savent quoi faire. Donc on verra, et puis on reparlera avec les chefs d'entreprise, et vous aussi, dans quelques temps pour en voir les effets concrets. Voilà. Merci beaucoup, cher Yves. Je pense que c'est une excellente conclusion. Donc, on prend acte de ton offre de revenir faire un point d'ici 1 an Oui, c'est ça. sur le bilan de cette commission von der Leyen dans un monde qui bouge Mm. et sous une présidence Trump imprévisible, mais bien préparée, bien plus préparée qu'il y a 5 ans.
S'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais clore cette session. Merci beaucoup, cher Yves. Et donc, je la clore, bien sûr, au nom du Cercle Europe avec Florent Parmentier et Franck Guéry, avec qui nous voulons vous offrir justement des témoignages et des éclairages sur l'Union européenne pour comprendre son fonctionnement, pour comprendre les politiques, pour mieux analyser les impacts, parce qu'on le voit aujourd'hui en France, et le témoignage de Gaël a été vraiment très pertinent en ce sens. Il y a besoin d'explications de notre mode de fonctionnement qui est unique au monde et que certains envient. Et on revient peut-être à ce que disait Montaigne, vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà. Je me rappelle quand j'étais étudiante, j'avais des professeurs qui nous rappelaient ça et qui nous rappelaient pour revenir à l'actualité, à ce qu'on dit aujourd'hui sur le Mercosur admire l'Union européenne. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont signé aussi, qu'ils ont eu cet accord politique, puisque, en fait, l'Union européenne attire encore, malgré le défaitisme ambiant qu'on entend dans les sphères économiques et aussi politiques. L'Union européenne est encore un pôle d'attraction et c'est aussi à nous tous de le faire vivre au quotidien, dans notre travail et puis auprès de nos proches, partout en Europe. Encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt pour une autre session du Cercle Europe. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.